7h40 sur CNews pour la suite de l'heure inter, toujours avec Xenia Fedorova, Karim Abri, Carole Diman. Notre invité ce jeudi, Nicolas Pouvremonti. Cher Nicolas, bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Régulièrement, vous venez sur notre antenne pour nous apporter un éclairage, votre expertise sur les questions migratoires. Et en début de semaine, j'ai failli tomber de ma chaise en découvrant la déclaration de Keir Starmer, qui est le chef du gouvernement britannique, qui est un homme de gauche, disons-le, social-démocrate, et qui se présente ainsi, bien sûr, et qui nous explique qu'il faut aller très vite en Grande-Bretagne sur la question migratoire. Il faut un plan d'urgence, un plan choc, parce que la Grande-Bretagne risque de devenir, selon ses mots, je fais très attention, puisque l'Arcom me regarde, une île d'étrangers. On va écouter Keir Starmer, et je me suis demandé s'il n'a pas pris sa carte dans les partis d'extrême droite en Grande-Bretagne pour y dire une chose pareille. Écoutons Keir Starmer. Nous risquons de devenir une île d'étrangers et non une nation qui avance ensemble. Le changement le plus important dans ce rapport est peut-être que nous allons enfin honorer ce que signifie reprendre le contrôle et commencer à choisir qui vient ici afin que l'immigration serve les intérêts nationaux. On a l'impression que M. Starmer découvre ce qui se passe depuis des années en Grande-Bretagne. Mais allons sur les chiffres d'abord avant d'échanger tous ensemble là-dessus. Quels sont les chiffres clés de l'immigration en Grande-Bretagne qui viendraient définir cette île comme une île d'étrangers ? Écoutez, le Royaume-Uni connaît une immigration nombreuse, voire très nombreuse depuis la fin des années 90, mais il faut dire qu'elle a pris une ampleur nouvelle depuis le Brexit, paradoxalement, parce que l'un des thèmes majeurs de la campagne du Brexit consistait dans une reprise de contrôle sur l'immigration, dans une volonté de réduction des flux. La politique d'immigration post-Brexit qui a été mise en œuvre a produit tout l'inverse. C'est-à-dire que depuis le Brexit, depuis 4 ans et demi, le Royaume-Uni a reçu une immigration nette de 2,5 millions de personnes, donc des niveaux absolument inédits, et un changement aussi de nature de cette immigration que le Brexit a produit, parce que cette immigration nette, elle est très... Immigration nette, pardonnez-moi, j'essaie de vulgariser au maximum. Je vous en prie, c'est la différence entre les immigrés qui rentrent et les immigrés qui sortent, parce qu'il y a aussi des personnes, des étudiants par exemple, qui viennent au Royaume-Uni et qui repartent. Là, on part vraiment du solde migratoire net des immigrés. Et ce qui est notable, c'est que ce solde migratoire très excédentaire, sauf pour les Européens. C'est-à-dire que les immigrés européens ont plutôt quitté le Royaume-Uni depuis le Brexit. Et il y a moins de citoyens européens au Royaume-Uni aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 5 ans. Le solde migratoire des citoyens européens est négatif. Et donc, toute la poussée de l'immigration au Royaume-Uni est portée par des flux extra-européens qui viennent d'Asie du Sud, donc Inde, Pakistan, Bangladesh, qui viennent d'Afrique, qui viennent du Moyen-Orient. Donc il y a eu à la fois cette croissance et un effet de substitution au sein même de cette immigration. Et concrètement, à quoi ça conduit ? Keir Starmer dit que l'île est en risque de devenir un pays d'étrangers. Aujourd'hui, pour la première fois, il y a 20% de la population d'Angleterre qui est née à l'étranger. À titre de comparaison, c'est une part qui est supérieure de moitié à celle qu'on constate aux États-Unis, qui sont pourtant un pays d'immigration de longue date. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment de trahison, de défiance démocratique profonde sur ce sujet, parce que, outre le Brexit, les électeurs britanniques ont voté au total à 5 reprises pour une réduction drastique de l'immigration, avec le Brexit, et avec 4 élections générales remportées par le Parti conservateur sur un programme de réduction des flux, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il ne l'a pas tenu. Vous parlez d'étrangers extra-européens concernant la Grande-Bretagne. Prenons un cas très précis, symbolique également, c'est la capitale, c'est Londres. J'ai lu que 40% des personnes qui étaient à Londres, des résidents, sont nés à l'étranger. C'est exactement ça, c'est le double de la moyenne de l'Angleterre, qui est donc de 20%, c'est 40% à Londres. Il y a évidemment des effets spécifiques qui peuvent concerner en premier lieu l'électorat travailliste, parce que l'électorat de Keir Starmer, historiquement, c'est la classe ouvrière britannique, c'est elle qui est confrontée au premier chef à un certain nombre d'effets de cette immigration. Pour prendre un sujet très présent dans le débat britannique et notamment à Londres, c'est la question du logement. Vous voyez, à Londres, la moitié des logements sociaux sont occupés par des personnes nées à l'étranger. On a dû construire, du fait de l'immigration ces dernières années, 1,1 million de logements supplémentaires seulement pour absorber les flux. Malgré ça, il reste un déficit de logement, une crise du logement qui touche toute la population britannique et notamment les classes populaires. Et il a pu être estimé récemment que 90% de ce déficit est dû à l'ampleur des flux migratoires qui est inédit. Et de ce point de vue-là, Londres est la pointe avancée du phénomène. Le plan de Keir Starmer, je vous présente les principales mesures: relèvement du
niveau minimum de langue anglaise pour tous les demandeurs de visa, doublement de la durée minimum pour prétendre à un titre de séjour limité, embargo sur le recrutement d'étrangers dans le secteur médico-social. Vous parlez d'une immigration extra-européenne. Est-ce que culturellement et au quotidien, on voit une transformation de la vie en société en Grande-Bretagne? Oui ou non, j'ai vu qu'il y avait également des juridictions islamiques informelles en Angleterre. Ils n'ont pas le pouvoir de la justice, mais il y a quand même des juridictions islamiques en Angleterre? En fait, ça tient à deux choses. D'abord, au système juridique britannique, le système de common law, qui est beaucoup moins centralisé que notre système juridique français et européen. Et ça tient d'autre part à l'approche multiculturelle qu'a eu le Royaume-Uni sur les questions migratoires depuis au moins les années 90, mais en fait depuis les années 60. Et pour ce qui est des changements démographiques généraux suscités par ces flux, en 2023, en Angleterre, plus de 30% des naissances étaient issues d'une mère étrangère. Et on peut mesurer les effets de cette distorsion dans la population parce que le Royaume-Uni, contrairement à nous, recourt à ce qu'on appelle les statistiques ethniques. Et si on en revient au cas de Londres, par exemple, la part de la population qui, dans le cadre de ces statistiques ethniques, se déclare white British, c'est-à-dire d'ascendance blanche britannique de souche, pour employer un terme qui n'est pas exactement scientifique, est aujourd'hui minoritaire à Londres, mais en fait minoritaire dans un certain nombre des grandes villes d'Angleterre, et c'est évidemment visuellement très frappant. Est-ce que le cas britannique est un cas exceptionnel, ou est-ce que le cas britannique sera le cas français de demain? Ce qui est certain, c'est que le mouvement de poussée de l'immigration, il concerne tout le continent européen. Le Royaume-Uni a une attractivité spécifique pour différentes raisons. La langue anglaise, qui est apprise partout dans le monde, un droit du travail très souple qui permet encore plus facilement de travailler quand on est en situation irrégulière qu'en France, par exemple, et aussi un effet de diaspora, c'est-à-dire que le Royaume-Uni est un pays d'immigration de longue date, multiculturel, et à partir d'un certain stade, l'immigration crée l'immigration. C'est-à-dire que, par exemple, parmi les gens qui se pressent à Calais pour traverser de manière irrégulière la Manche au péril de leur vie, beaucoup d'entre eux vont rejoindre un frère, un cousin, un membre de la famille éloignée qui est déjà présent en Angleterre et qui va servir de sas d'accueil finalement. Sujet absolument passionnant, et on continue de parler de l'immigration. On a parlé de la Grande-Bretagne, je veux qu'on parle de l'Union européenne. Je suis tombé sur un de vos graphiques ce week-end, et là aussi j'ai failli tomber de ma chaise pour le coup en découvrant que les primo-demandeurs d'asile arrivés de l'Union européenne formaient un État. C'est ce que vous le présentez ainsi. Il serait le 15e pays membre le plus peuplé, et en fait vous dites quoi? L'Union européenne a accueilli 8,5 millions de demandeurs d'asile en une décennie, entre 2014 et 2024, ce qui en fait, vous essayez de faire un comparatif, d'essayer de montrer ce que ça représente aux personnes qui vous suivent, ça en ferait le 15e pays de l'Union européenne. Et là, on ne parle que des premiers demandeurs d'asile. Absolument. Étant entendu que dans la plupart des pays, une part minoritaire, mais une minorité notable de ces demandeurs obtient l'asile finalement, mais aussi dans la plupart des pays, les déboutés du droit d'asile restent sur le territoire. Bien sûr. Dans le cas français, on sait que plus de 9 déboutés sur 10 du droit d'asile restent sur le territoire. Et donc effectivement, ces 8,5 millions de personnes, elles sont quasiment toutes restées, de toute évidence. À quoi ça tient? Ça tient évidemment à la déstabilisation d'un certain nombre d'États aux frontières de l'Europe, mais ça tient aussi à l'attractivité spécifique de l'Europe, alors qui est évidemment une attractivité matérielle, de niveau de vie, mais qui est aussi liée au fait que aujourd'hui, l'Europe est la zone la plus ouverte du monde à un certain nombre de flux migratoires, et notamment aux flux irréguliers. Si on prend l'exemple de la lutte contre les entrées irrégulières aux frontières de l'Union, sachant que beaucoup de gens qui entrent de manière irrégulière vont déposer une demande d'asile, il faut voir ce qui est aujourd'hui le mandat qu'on donne à Frontex, par exemple. Frontex est censé aider les États européens à empêcher les franchissements irréguliers, mais dans le même temps, Frontex est soumis à un principe qu'on appelle le non-refoulement. En fait, Frontex n'a pas le droit de refuser l'entrée aux frontières à des gens qui veulent entrer spécifiquement pour déposer une demande d'asile. Donc à la fois, ils doivent garder les frontières, et en même temps, ils ne peuvent pas empêcher les gens d'entrer. Et vous avez des présidents ou vice-présidents de la Commission européenne qui vous expliquent que pour 2040, il va falloir accepter deux choses, et notamment des flux migratoires massifs. Et cette volonté politique, on la retrouve dans les canaux d'immigration plus traditionnels dans toute l'Europe, que sont les titres de séjour. En 2023, les États membres de l'Union européenne ont accordé 3,7 millions de premiers titres de séjour. C'est 130% de plus que ce qu'ils accordaient 10 ans avant. Donc il y a effectivement, au-delà de ce qui est subi, une volonté politique d'un certain nombre de gouvernements de recourir à l'immigration. Je vais vous donner la parole, bien évidemment. J'ouvre et je ferme une parenthèse avec la déclaration de Pierre Vermeuren qui sera, j'imagine, commentée, l'historien qui dit « Le choix de l'immigration, il le dit à nos confrères du Figaro international, pour compenser la chute d'un taux de natalité a atteint son but. Notre population croît toujours, mais celle-ci a modifié la composition et les équilibres culturels, sociaux et anthropologiques du pays. » C'est-à-dire que cette immigration massive, que ce soit en Grande-Bretagne
ou alors dans l'Union européenne, à des échelles différentes, eh ben, elle crée de fait un bouleversement de la société, Karima. Évidemment, quand on regarde, par exemple, en Grande-Bretagne, il y a cet échec du multiculturalisme. On l'a vendu comme une espèce d'idéal et dans les faits, on se retrouve à avoir une forme de communautarisme où différentes communautés ne se parlent pas vraiment et ne se mélangent pas et ça crée toutes sortes d'enjeux. Et d'ailleurs, c'est intéressant, vous avez parlé de la volonté politique de certains dirigeants, mais est-ce que c'est la volonté des peuples? Je ne suis pas certaine. En fait, la réponse, c'est non, parce que quand vous regardez les enquêtes d'opinion, les gens sont très ouverts à l'immigration, il n'y a pas de problème, mais il faut que ça se fasse aussi selon la capacité d'accueil pour pas tout perturber, justement, que ce soit le logement, les différents services. Et je trouve que sur la question du Brexit, on l'agite en disant, vous voyez, le Brexit, non, il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison parce que si on ne joue pas sur l'attractivité, si on permet justement que ce soit... Une trahison de quoi? C'est-à-dire du Brexit? C'est-à-dire, oui, on met souvent la faute. Vous voyez, Brexit, ça a été le Brexit. Non, au contraire, c'est justement parce que le Brexit avait une promesse, mais les politiques qui ont été au pouvoir n'ont pas répondu à cette promesse. Au contraire, si vous continuez à avoir cette attractivité, on a parlé sur la question des visas, sur la question du travail, d'embaucher des gens qui font du travail irrégulier, tout ça, vous créez aussi cet appel d'air. Et je veux juste dire en terminant, il a dit quelque chose d'intéressant quand même, M. Starmer. On verra s'il aura le courage de ses politiques. Il a dit, c'est pour en finir avec cette expérimentation d'ouverture des frontières, finalement tout azimut, à quel point au fil des dernières années, des décennies même, il y a eu cette politique. Et il dit, cette théorie, elle a été mise à mal, parce que la croissance a stagné. On nous avait fait la promesse qu'en ouvrant comme ça, mais vous avez dit quelque chose d'essentiel, Nicolas. Vous avez parlé d'une société libre à la Grande-Bretagne d'avoir cette idée de cette société multiculturelle que certains voudraient imposer d'ailleurs dans plusieurs pays de l'Union européenne, mais qui n'est pas forcément lié à notre histoire et nos traditions, mais ce multiculturalisme-là, avec cette immigration importante, crée un déséquilibre complet, et parfois un choc entre les cultures, Nicolas. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'effet démographique du volume, finalement, mais ensuite un enjeu qualitatif, qui est celui des politiques d'intégration qu'on peut être en mesure de mener et qui sont de toute façon de plus en plus difficiles à mener au fur et à mesure que les volumes augmentent. Et de ce point de vue-là, le Royaume-Uni a fait un choix qui est celui de beaucoup d'autres pays en Europe continentale. On peut parler de l'Allemagne, qui a aussi une approche multiculturelle. On peut parler des Pays-Bas. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt la France qui fait exception. La question est de savoir jusqu'à quel stade notre modèle d'intégration nominalement plus exigeant que celui de nos voisins pourra tenir au regard de l'accélération des flux. Je vous avais fait la promesse de vous donner les toutes dernières informations, si informations il y avait concernant ces pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Volodymyr Zelensky qui dit que les négociations ukraino-russes pourraient avoir lieu jeudi soir ou vendredi. Et permettez-moi de récupérer, la dernière information qui vient de tomber. Il dit « J'annoncerai quelque chose de concret ». À quelle heure se rencontreront les groupes aujourd'hui ou à quelle heure les groupes se rencontreront demain, a affirmé le président ukrainien lors d'une conférence de presse depuis Ankara, après une rencontre avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, tandis que les Moscou considèrent que les nouveaux pourparlers avec Kiev sont la suite des négociations avortées en 2022, c'est exactement ce qu'on disait en début d'émission, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus à dire. Je voudrais, avant qu'on se quitte, de terminer sur une dernière actualité et revenir sur l'Afghanistan. On en avait parlé le week-end dernier. Là aussi, ça a été trop peu traité. Et pourtant, nombreux sont ceux qui nous parlaient des talibans inclusifs au moment de leur prise de pouvoir, il y a de cela maintenant 2 ans. Ce week-end, on apprenait que 14 personnes avaient été arrêtées par les talibans pour avoir chanté et joué de la musique. Et on apprenait également le week-end dernier que les jeux d'échecs étaient désormais interdits par les talibans. Et je vais vous proposer une déclaration, un témoignage. Il s'appelle Azizullah Gulzada. Il est patron d'un café de Kaboul et il a le courage de revenir sur cette interdiction et de critiquer la décision des talibans. Écoutez. Il s'agit d'un jeu international, présent dans toutes les communautés islamiques, y compris dans des pays comme l'Iran, le Pakistan et de nombreuses autres nations islamiques. Les joueurs participent au niveau international et prennent part à des tournois internationaux. Naturellement, ceux qui s'intéressent aux échecs peuvent être bouleversés, et pas seulement moi. Il est probable que tous ceux qui aiment ce jeu se sentent inquiets et attristés. Et vous pourrez me dire, mais pourquoi vous donnez la parole à cet homme-là? Mais parce que c'est d'un courage absolu, on ne sait pas ce qui peut lui arriver en
en ayant il peut être fouetté en place publique, hein, sans problème. Donc, et donc les talibans inclusifs qui arrêtent des personnes pour avoir chanté et joué de la musique et pour aujourd'hui qui interdisent les jeux d'échecs. Et les femmes d'aller à l'école. Bien sûr, c'est une longue liste malheureusement qui s'accumule. Karima, peut-être un mot là-dessus, Xenia également, si vous le souhaitez. Non, mais on voit où conduit l'extrémisme, le radicalisme religieux. On assiste en fait à une forme c'est l'enfer sur terre, quoi. On débat sur le fait de jouer ou non aux échecs. Et vous avez mentionné les femmes. Moi, j'ai une pensée effectivement pour les femmes qui sont... et les hommes aussi, hein, parce que c'est la vie qui est tuée, littéralement. En fait, c'est juste pour dire que c'est les résultats de politiques des États-Unis, comment ils sont retirés d'Afghanistan, ils ont laissé le pays talib. Et aujourd'hui, on voit ça. Ça me fait penser à Syrie aussi, quand Donald Trump aujourd'hui... je pense aujourd'hui ou hier, elle a dit que le président syrien est un bon mec, beau, quelque chose comme ça. Ça m'étonne parce que c'est aujourd'hui ces pays qui ont commencé les conflits. Aujourd'hui, soutient les islamistes sur place, c'est compliqué quand même. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui et sur toutes ces actualités internationales en espérant... que les nouvelles et les pourparlers aboutissent, pourquoi pas, à un cessez-le-feu en Ukraine, après 3 ans de conflit. Merci à tous les quatre, c'était un plaisir. Merci Nicolas Pouvremonti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, d'être venu sur le plateau de CNews et l'émission L'Heure Inter. Dans un instant, c'est Punchline avec Laurence Ferrari, bien sûr, avec cette actualité en France, l'insécurité. 4 individus qui ouvrent le feu en pleine rue à Meyzieux, dans la banlieue lyonnaise. Toutes les dernières informations sur cette actualité bien inquiétante, bien sûr. Eh bien, c'est dans un instant avec Laurence Ferrari. Merci à tous.